Bien, tout d'abord, je vous remercie au nom des équipes de Masonica Lille et de Masonica Bruxelles d'être présents aujourd'hui à cet entretien. Cet entretien aura pour thème la franc-maçonnerie, une nouvelle religion, point d'interrogation. Nous allons en reparler tout de suite. Nous avons comme invité Alain Noël Dubar et Baudouin de Charneux. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure et comme certains d'entre vous apparemment l'ont déjà entendu, je préfère toujours que les intervenants se présentent eux-mêmes brièvement. Alors, Baudouin, si tu veux bien nous dire qui tu es, pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Mais bon, dans le monde profane, je suis professeur de philosophie à l'Université libre de Bruxelles et maître de recherche du Fonds national de la recherche scientifique belge et membre de l'Académie royale de Belgique. Ma spécialité de recherche, c'est le domaine des religions. Alors, pour nos amis ici, ce qui est peut-être intéressant, c'est que j'ai coordonné la chaire Theodor Verhagen à l'Université de Bruxelles, qui est une des rares chaires académiques consacrées à la franc-maçonnerie dans le monde. Par ailleurs, je suis président de l'ASBL, c'est-à-dire une association de 1901, je pense, pour nos amis français, qui s'appelle La Pensée et les Hommes. Vous êtes bienvenus pour visiter son site, qui s'occupe de la défense des valeurs de la laïcité, notamment en Belgique. Alain Noël, peux-tu nous dire qui tu es? Oui, bonjour à tous. Eh bien, dans le monde que je qualifierais de civil, je suis chirurgien orthopédiste. Et dans le monde maçonnique, j'ai occupé il y a quelques années les fonctions de grand maître de la Grande Loge de France. Et je m'occupe actuellement avec beaucoup d'intérêt du salon maçonnique du livre et de la culture de Lille, qu'on appelle maintenant Maçonica, et qui vient de nouer un partenariat que je constate parfaitement efficace avec son équivalent bruxellois qui s'appelle Maçonica Bruxelles. Je suis très heureux de ce débat entre nous et surtout du débat avec les participants et des questions qui seront posées. Bonjour à tous. Très bien. Vous êtes ici évidemment parce que vous êtes les auteurs de nombreux livres exposés dans nos salons et dans d'autres salons du livre et de la culture maçonnique. Et en fait, on pourrait presque dire que la franc-maçonnerie démarre avec un livre, c'est-à-dire les Constitutions d'Anderson. On pourrait le dire. Je vois Baudouin qui tique déjà, et d'ailleurs, il en dira quelque chose peut-être tout à l'heure. Mais peu importe que ce soit né d'un livre ou d'autre chose, il est clair que la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle a connu un essor lié aux Lumières. Et vous savez que pour les Lumières, la culture est quelque chose d'important, l'apprentissage est quelque chose d'important, il faut savoir lire et écrire. C'est important aussi cette notion du libre examen, qui est une notion originellement protestante, puisqu'elle stipule qu'on lit soi-même la Bible et qu'on peut en avoir l'interprétation qu'on entend en avoir personnellement. Bien entendu, en écoutant les cours et tout ça est plus ou moins et enfin, on ne va pas entrer dans ce débat-là. Donc, en fait, la maçonnerie a toujours produit en elle et autour d'elle beaucoup d'écrits, beaucoup de livres, et souvent aussi a été mêlée à des polémiques qui ont trait aux religions. La franc-maçonnerie, au départ, est théoriquement le centre d'union qui permet à des gens justement différents et d'opinions et de religions différentes de s'unir, mais ça ne l'a pas empêché d'être condamné à plusieurs reprises très violemment, notamment par l'Église catholique. Alors, la maçonnerie est-elle par essence anticléricale? Voilà une des multiples questions qui se posent. Est-ce que l'un d'entre vous, Baudouin, peut commencer comme il l'entend pour son petit quart d'heure de présentation, car nous voulons vous laisser, chers internautes, la parole, et vous pourrez bien entendu poser par la petite fonction Q et R que vous avez sur vos écrans, en bas généralement, dans la plupart des cas, les questions que vous voudrez à nos intervenants ou éventuellement même
Voilà. Pour finir cette petite présentation personnelle, moi, dans le monde profane, je suis journaliste. Et dans le monde maçonnique, pour l'instant, je suis premier grand maître adjoint du Grand Orient de Belgique. Voilà, je vous remercie. Baudouin, c'est à toi. Merci beaucoup, Jean. Je ne réagissais pas négativement. Je trouvais l'idée originale et intéressante. Les quelques minutes de présentation ici touchent mon petit livre « La franc-maçonnerie, une religion parmi d'autres, point d'interrogation ». Ce livre est volontairement, évidemment, provoquant. Il a été édité aux presses universitaires de Louvain-la-Neuve, une université donc qui est catholique. C'est le premier livre, à ma connaissance, sur la franc-maçonnerie publié aux presses universitaires de Louvain-la-Neuve. Donc, c'est dire que j'ai pris un sujet un peu polémique, un sujet aussi pour ceux d'entre nous qui ont voyagé, qui, de l'extérieur, n'est pas si original que cela. Vous prenez une photo d'un temple maçonnique avec les gens assis de part et d'autre, comme on dirait à Bruxelles, dans le tram, l'ancien tram en tout cas, eh bien, vous pourriez très bien être devant une assemblée protestante, vous pourriez être dans un chapitre moderne d'un ordre religieux quelconque. Je pense à un séjour que j'ai fait chez les Dominicains en Afrique du Sud, où le soir on se réunissait exactement de la même manière, hein, pour parler de sujets et d'autres. Vous pourriez tout aussi bien être dans une église de type scientologique ou dans une église évangélique, bon chic, bon genre, de certaines villes anglo-saxonnes. Donc, de l'extérieur, si on se fie aux apparences, il y a déjà une similarité dans les pratiques qui nous ramènerait peut-être à une interrogation sur le caractère religieux de nos pratiques. Plus philosophiquement, si on accepte que la religion, en tant que concept, la religio a une double origine, c'est Cicéron qui nous en parle à la fin de la République romaine. La première origine reléguerait, qui est une origine plutôt immanente, relire avec soin sa propre tradition. On pourrait aussi, sur cet axe plus immanent, cet axe réticulaire, considérer qu'il y a des points communs avec cette activité de reliance. Pour la deuxième étymologie, là, ça deviendrait tout à fait différent parce qu'elle postule, via le religare, un lien avec la transcendance. Et là, on peut entrer dans un autre débat. Comme cela a été dit par Jean, à mon avis, très justement, nous sommes doublement les héritiers du livre. Premièrement, la Bible en tant que livre. Et la Bible en tant que livre véhiculant, du point de vue technique, une mythologie spécifique, mais aussi la Bible en tant que livre reconnu comme un symbole. Par exemple, le livre sur lequel on prête serment. Donc, c'est toute l'épopée du XVIe siècle, la liberté d'examiner et son cheminement progressif vers les Lumières. Et puis, le livre exalté à l'époque des Lumières comme étant le véhicule du lieu critique par excellence. La France retient évidemment Diderot, d'Alembert et l'encyclopédie au premier chef, mais du côté anglo-saxon, nous avons aussi toute une série d'ouvrages qui font de l'empirisme anglo-saxon et qui vont déboucher sur un véritable renouveau au travers des sciences. On songe bien sûr à Newton et derrière Newton, l'impressionnant Desaguliers qui a eu tant d'importance pour la fondation de la franc-maçonnerie obédientielle, donc qu'il faut distinguer des autres. Donc voilà déjà un panorama autour de la fondation de la maçonnerie et d'aspects qui pourraient d'entrée de jeu nous associer à une forme de religiosité. Religiosité massivement chrétienne, 16e siècle jusqu'au 18e siècle, et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, et dans ces dispositifs que la franc-maçonnerie met en place, qui de nouveau nous rapprochent des religions structurellement, le rite, le symbole, le mythe, les maçons sont en plein dedans, mais tous les systèmes religieux, si vous les étudiez un peu avec finesse également, et on peut en débattre tout à l'heure, ces trois structures fondamentales qui sont à l'origine d'une réflexion originale sur l'intersection entre le visible et l'invisible, on les retrouve en maçonnerie. Donc on pourrait dire une origine biblique, un dispositif structurel, une époque où le livre est la critique, mais sur base d'un livre et d'une critique de la religiosité, se déploie. La franc-maçonnerie serait une sorte de religiosité. Certains anthropologues, d'ailleurs, n'hésitent pas à classer les francs-maçons, les francs-maçonnes dans les confréries, et donc à la grande stupeur de certains d'entre eux, ils vont trouver un chapitre franc-maçonnerie
qui suit le chapitre dominicain, ou le chapitre bénédictin, ou jésuite, ou franciscain, ou que sais-je encore. Donc, parmi les confréries ayant une vocation semi-laïque, puisque les francs-maçons sont à la fois dans le monde, mais on notera au passage que, par exemple, les dominicains également, les franciscains également, et les francs-maçons sont aussi par moments en dehors du monde, et ils affectionnent cette idée de la rupture entre le profane et le sacré. Et donc, là aussi, du point de vue des études que l'on va aborder, nous avons des points communs avec les dispositifs religieux. C'est parce que d'ordinaire, nous sommes un peu obnubilés par le théologique et le philosophique. Nous partons par l'idée, c'est très continental, et on dit là, on n'est pas, parce que certains d'entre nous ne sont pas religieux, ils le disent. Mais ça, c'est une optique qui est dans un axe précis. Mais si on aborde par la sociologie, par l'anthropologie, par d'autres disciplines des sciences humaines, ce n'est pas si clair. Donc, je me suis intéressé dans ce petit livre, quelles seraient les lignes de fracture. Je n'ai pas le temps de les énumérer toutes. Vous savez, quand on donne la parole à un philosophe, comme on dit généralement, premièrement, on ne la retrouve jamais, et si d'aventure, par miracle, on la retrouve, on ne la reconnaît plus. Donc, je vais essayer d'accélérer un peu pour ces lignes de fracture et n'en prendre que 2 ou 3. La première ligne de fracture, je pense qu'un franc-maçon traverse les rites. On ne lui demande pas d'y adhérer. Donc, il y a une différence qui est une différence de type sémantique par rapport à la façon dont fonctionnent les systèmes religieux en général. Pour le dire en clair, vous pouvez être initié, apprenti, compagnon, maître, que sais-je encore, dans des dispositifs de rites multiples. On ne vous demande pas d'adhérer au rite idéologiquement. On vous demande de le vivre, de le reproduire dans les formes que vous avez reçues et fraternellement de faire l'amitié de partager vos réflexions sur la question, si vous le jugez opportun. Et si même ce rite vous indispose, voire même vous vous y opposez avec fermeté, ça ne vous empêchera pas de poursuivre votre chemin. Ça, par contre, ça me semble déjà un point qui est un point de rupture. Deuxième point, alors je vais un peu jargonner, les philosophes aiment bien, la franc-maçonnerie est une odologie, c'est-à-dire c'est un art du cheminement qui privilégie le cheminement à la finalité du cheminement. Donc c'est l'odologie, on dirait en philosophie, contre la téléologie. Et ça, ce n'est pas rien, parce qu'on pourrait de nouveau, pour parler dans un langage français plus avenant, faire une comparaison, par exemple, avec le cheminement vers Compostelle. Vous avez des gens qui cheminent vers Compostelle, c'était la tradition, pour être à proximité des reliques de Jacques. Et toute cette voie de souffrance les amène à un moment donné à éprouver une proximité avec les reliques d'un homme réputé comme ayant été sauvé par un genre de vie exceptionnel. Qu'importe s'il y a une véracité historique là-dedans ou pas. Mais vous avez d'autres gens qui font le chemin de Compostelle parce qu'ils privilégient le chemin. Et arriver à Compostelle, être devant la tombe de Jacques n'est pas nécessairement la chose qui les fait vibrer. L'essentiel pour eux, c'est l'expérience, c'est le chemin, c'est le partage sur le chemin. C'est ce que nous pourrions appeler une forme de compagnonnage. Et donc, ces deux cheminements qui sont très différents, ces deux voies qui sont très différentes, privilégier le chemin, privilégier la réalisation du chemin, privilégier l'existence ou privilégier l'espérance du salut. Là, je pense que les francs-maçons, les francs-maçonnes sont dans une voie, quelles que soient les obédiences, qui est davantage l'expérience du cheminement. Donc, je pourrais dire, la franc-maçonnerie, si on la confondait avec une religion, ce serait une religion qui tirerait, diraient les anthropologues, du côté de l'orthopraxie, c'est-à-dire d'un art de bien se conduire là où on est, et non pas d'une espérance dans un au-delà ou dans une transcendance où seuls quelques justes auraient accès à une vie bien heureuse. Donc ça, c'est un point qui, à mon avis, est très important. Le troisième point, contrairement, et c'est le dernier que j'aborderai avec vous, contrairement à une idéologie dominante aujourd'hui, extrêmement politique avec un petit p, dont l'objet est de fractionner la société et d'exploiter donc ces niches de fractionnement au profit de quelques individus ou de quelques structures, la franc-maçonnerie privilégie rassembler ce qui est épars à diviser davantage pour exercer davantage la volonté de puissance. Et cette volonté de rassembler ce qui est épars, sans nier pourtant les spécificités des uns et des autres, est quelque chose de suffisamment rare dans l'histoire pour qu'on l'indique. Et je conclurai en disant, quand nous avons vu Notre-Dame de Paris brûler, bon, on a pu, certainement pour les catholiques de France, c'est un traumatisme, de Paris encore davantage, mais qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens de tous les milieux, toutes les conditions sociales, tous les types d'idées,
qu'ils soient athées, qu'ils soient très croyants, qu'ils soient religieux, qu'ils soient davantage investis dans des voies différentes, être véritablement ému. Et pourquoi était-il ému? Pourquoi était-il davantage ému que s'il s'agissait d'un autre grand monument? Parce que confusément, nous savons que dans une certaine pratique de l'art, en Occident, ça a été probablement cet art du Moyen-Âge, mais on a d'autres exemples ailleurs dans notre culture, peu importe. Il y a eu à un moment donné la conjonction de ce qu'il y avait de meilleur dans la société qui a fait un. Il n'y avait pas un intellectuel quelconque qui disait un tailleur de pierre, tu feras ça, ou un ébéniste, tu feras ça, ou un charpentier, tu feras ça. Non. Il y a eu des gens qui maîtrisaient leur discipline réciproque et qui, ensemble, ont été capables de concevoir quelque chose qui tendait vers une forme d'unité et qui dépassait la fragmentation de la société. Et je pense que là, sur ce point-là, la franc-maçonnerie est assez unique. Ma conviction de maçon, c'est qu'elle est assez exemplaire. Et je pense également que son message donc, est un message résolument contemporain, parce qu'il va à contre-pied d'une société divisée à l'envi pour des raisons qui généralement sont bassement mercantiles et bassement liées à la volonté de puissance de quelques-uns. Donc, au cœur de notre idéalité, il y a un fractionnement avec les grands systèmes religieux, le christianisme catholique au premier chef, mais les autres aussi dans leurs déclinaisons respectives, et d'autres systèmes religieux sur lesquels on peut revenir. Pour le dire en un mot commençant, pour nous, les maçons, hors de la maçonnerie, il y a un salut. Pour beaucoup de religions, hors de leur propre modèle de pensée, il n'y a pas de salut. Nous tendons vers l'unité, nous ne tendons pas vers la division. Là serait peut-être, du point de vue philosophique, le lieu où nous nous démarquons avec des religions qui peuvent nous inspirer, mais qui finalement ne sont qu'un détour de l'inspiration pour privilégier le cheminement de l'humain. Voilà, j'ai dit. Merci, Baudouin. Maintenant, nous allons entendre Alain Noël qui va peut-être répondre ou peut-être ne pas répondre à Baudouin. Si je ne réponds pas, je pleure. J'ai déjà 2 questions, rassure-toi. Alain Noël, c'est à toi, je t'en prie. Merci Jean. 2 préambules. D'abord, Baudouin fait remarquer qu'on prenait toujours beaucoup de risques en faisant parler un philosophe parce qu'il pouvait s'exprimer longtemps. Je pense qu'en faisant parler un chirurgien, on peut aussi prendre beaucoup de risques parce que le chirurgien, dans son bloc opératoire, ne parle pas beaucoup et que par définition, il compense à l'extérieur. Deuxième préambule, c'est que dans le titre de cette conférence, nous avons marqué une religion avec un point d'interrogation. Et ce point d'interrogation est essentiel. Et mon propos n'est pas de reprendre les éléments majeurs qu'a dit Baudouin, sauf sur 2 points qui me serviront de conclusion, c'est sur le point de l'étymologie. Reléguéré, mais ça me servira de conclusion. Ce que je voudrais dire, c'est que la franc-maçonnerie est-elle une religion? Quand la franc-maçonnerie se crée au XVIIIe siècle, du moins quand la première obédience se crée à Londres, peut-être mythiquement ou légendairement au solstice d'été de l'année 1717, elle est quasiment une religion. Elle est quasiment une religion parce que c'est dit dans ses textes fondateurs. Et je voudrais simplement citer et lire 2-3 lignes des constitutions d'Anderson, qui sont fondamentales, qui sont au cœur de toute la pensée maçonnique. Le premier chapitre, non pas des constitutions, comme on l'appelle toujours, mais des obligations des francs-maçons, s'intitule « Concernant Dieu et la religion ». Et on lit ceci, il a été plus expédient dans le temps d'admettre qu'on était de la religion du pays ou du prince dont on dépendait, mais Anderson dit, il a été considéré comme plus commode de les astreindre seulement à cette religion sur laquelle tous les hommes sont d'accord. Il s'agit donc bien dans l'esprit d'Anderson, qui était un protestant méthodiste, originaire d'Écosse, c'est-à-dire calviniste au fond, d'une religion. Mais c'est une religion qui est une religion quasiment naturelle en 1723. Anderson va évoluer quelque peu. Il va réécrire ses constitutions en 1738 et il va faire apparaître dans la même phrase un franc-maçon, virgule, en vrai fils de Noé. C'est-à-dire que là, il rattache la religion naturelle, maçonnique, à la religion vétérotestamentaire, judéo-chrétienne, mais pré-abrahamique, c'est-à-dire à une religion où il n'y a pas encore eu de révélation complète
et où il n'y a pas encore eu le don de la Torah à l'Horeb, qui ne viendra qu'avec Moïse 5 ou 6 siècles plus tard. Mais donc, on se restreint un peu dans une dimension qui est quand même très judéo-chrétienne, et c'est encore une religion. En 1813, quand les anciens et les modernes vont fusionner, on va réécrire les constitutions d'Anderson. Ce n'est bien sûr pas Anderson qui les écrit, et dans cette perspective-là, on va faire apparaître l'autre versant du monde religieux qui vient de ce qu'on appelait la théorie, la Grande Loge des Anciens, qui a combattu la Grande Loge des Modernes. C'est Laurence d'Hermod, 1761-1756, et Laurence d'Hermod, dans un livre qui s'appelle Hyman Reason, qui se veut le contrepoint et la réponse aux constitutions d'Anderson, écrit ceci: un maçon est tenu par son engagement d'adorer le Dieu éternel et de croire fermement en lui. C'est-à-dire que là encore, nous sommes dans une dimension religieuse, mais qui n'est plus une dimension religieuse d'une religion naturelle, c'est-à-dire du déisme philosophique du XVIIIe siècle, qui est la dimension religieuse du théisme judéo-chrétien. Il s'agit donc bien du Dieu révélé, et il s'agira donc bien par la suite de considérer que la Bible, posée sur l'autel des serments dans l'immense majorité des loges du monde entier, c'est la parole révélée du Dieu judéo-chrétien. Donc vous avez là deux notions qui sont fondamentales au début, au XVIIIe siècle, quand la maçonnerie se crée. Elle se crée dans un milieu protestant, et ça c'est quelque chose de fondamental. Il n'y aurait pas eu le 30 octobre 1517 et un certain Martin Luther qui a placardé ses 95 thèses sur l'église de Wittenberg, il est vraisemblable qu'il n'y aurait pas eu de franc-maçonnerie. Et elle se crée dans un milieu qui est très composite. Jean-Théophile Desaguliers, qui est le fils d'un pasteur de l'église réformée de France, est devenu le secrétaire de Newton. Il anime la Royal Society, il est le confident du prince de Galles ou le confesseur du prince de Galles, et il est pasteur anglican, c'est-à-dire une branche du protestantisme assez proche de l'Église catholique, sauf que depuis l'acte de suprématie, c'est le roi d'Angleterre qui dirige l'Église anglicane. Et puis, James Anderson est le fils d'un secrétaire d'une loge d'Aberdeen, si mes souvenirs sont bons, en Écosse. Il est méthodiste, c'est-à-dire qu'il est calviniste, protestantisme pur et dur. Et le troisième partenaire essentiel, c'est John Isaac Newton. Isaac Newton, qui préside la Royal Society, qui est un membre éminent de la science de cette époque. Et on reviendra tout à l'heure sur l'apport de la science et de la philosophie dans la naissance de la franc-maçonnerie. Isaac Newton représente une troisième variété de protestantisme que je connais assez mal, mais on dit qu'il est unitarien. C'est-à-dire que c'est un chrétien qui ne croit pas vraiment à la Trinité. Et ce sont ces trois personnages qui vont rédiger les constitutions d'Anderson pour faire apparaître l'exigence d'une religion naturelle sur laquelle les hommes sont tous d'accord. Et Anderson le dit très bien, cette religion naturelle, c'est d'être des hommes bons et loyaux, hommes d'honneur et de probité. Nous sommes donc très loin de la religion judéo-chrétienne traditionnelle. Alors, si on se penche sur, au fond, ce qu'est une religion, vous pouvez avoir plusieurs définitions de la religion, et l'élément essentiel, c'est qu'il existe au sein de toutes les religions, vous prenez le Littré, le Larousse, vous aurez un certain nombre de considérations. Une religion, c'est quelque chose qui véhicule des rites, qui véhicule plus ou moins des mythes, qui véhicule une hiérarchie, qui véhicule bien sûr des dogmes, et qui véhicule aussi, qui fait apparaître des idées, une métaphysique, avec la notion d'immortalité de l'âme, de résurrection des corps, tous les éléments sur lesquels, au XVIIIe siècle, la plupart des francs-maçons sont encore d'accord. Et c'est l'évolution ultérieure qui va montrer qu'il va s'agir d'autre chose. Quel est donc le contenu d'une religion? Contenu d'une religion, un contenu symbolique qui nous rapproche du contenu symbolique de la maçonnerie. Les religions ont un contenu mythique qui est souvent réduit, à l'inverse de la franc-maçonnerie. Par contre, il existe des pratiques rituelliques que l'on retrouve partiellement dans nos loges. Je me souviens d'avoir été initié, c'est en 1984, et j'avais été stupéfait de voir qu'à la fin d'une tenue auquel je n'avais pas compris grand-chose, l'on faisait la quête. Et ça m'avait fort déstabilisé parce que je me suis dit, en 84, j'ai peut-être fait une erreur, je ne pensais pas venir à la messe. Et en fait,
la relation pouvait être tout à fait retenue. Une religion a une pensée métaphysique, je viens de le dire, immortalité de l'âme, résurrection des corps, l'existence d'un monde créé par un Dieu incréé, et donc l'émergence du dualisme, ou du moins la réexpression d'un dualisme philosophique qui n'était pas celui de l'Antiquité. Et puis, il existe une superstructure idéologique sur laquelle on pourra venir. Quel est le but d'une religion? Le but d'une religion, c'est une transcendance qui met l'homme en rapport avec le divin, mais c'est en même temps également un but politique immanent, c'est d'assurer l'ordre social qui permet au corps politique de favoriser l'émergence de la transcendance. Caractéristiques des religions, elles ont toutes un code éthique. Le code éthique, bien entendu, c'est le code qui nous vient de la Bible, c'est les 10 commandements, les devarim, qui ne sont pas des commandements. Devarim en hébreu, ça veut dire les paroles. C'est les 10 paroles, et ça a été remarquablement traduit en grec, c'est le décalogue, les 10 paroles. Commandement, c'est une traduction un peu différente. Il existe des commandements dans la loi hébraïque, mais ce sont les 613 mitzvot qui sont des commandements et qui ne sont pas des paroles. Et puis, vous avez le problème de la révélation. Dans le monothéisme, Dieu s'est révélé, alors que dans les anciens polythéismes, Dieu ne se révèle pas. Vous avez un code éthique, vous avez surtout des textes sacrés, vous avez un culte, vous avez une liturgie, et de temps à autre, vous avez un clergé, et tout cela aboutit à l'émergence de dogmes. Vous avez donc un fond philosophique qui est différent du fond théologique, et dans ces conditions, on peut se poser la question de savoir si la franc-maçonnerie, qui naît au XVIIIe siècle, est une religion. Je vous répondrai de manière très provocante et qui ne correspond pas tout à fait au fond de ma pensée. Au XVIIIe siècle, la franc-maçonnerie, si elle n'est pas une religion, est le corollaire d'une religion, car elle demande la croyance en un Dieu quasiment révélé. Il faut prêter serment sur la Bible, qui à l'époque est la parole révélée de Dieu, ce que la Bible n'est plus actuellement dans nos loges. Il existe un œil dans le triangle ou le tétragramme, c'est Dieu bien évidemment, c'est l'œil qui voit tout. Il existe des textes sacrés, il existe une liturgie, il existe une cultuelle, on fait appel à des bougies, et si vous suivez le déroulement d'une tenue, vous verrez qu'il y a l'équivalent d'un sermon, le frère orateur est là pour ça, et puis il y a ce que j'appellerais une épître, c'est-à-dire qu'un conférencier vient faire une planche, du moins dans les loges continentales. Il existe surtout, et là la différence des religions, une mythologie qui est radicalement différente. Il existe 2 mythes, et c'est sur ces 2 mythes que la franc-maçonnerie va se séparer des religions. Il existe le mythe de la construction du temple. Bien évidemment, dans un milieu judéo-chrétien, on va prendre comme archétype de la construction du temple la construction du temple de Salomon, qui très heureusement n'a peut-être jamais existé et qui très heureusement du reste ne sera probablement jamais retrouvé. Peu importe, ce temple de Salomon est mythique, et c'est parce qu'il est mythique que les francs-maçons cherchent à reconstruire l'équivalent de ce temple. Et le deuxième mythe sur lequel s'abrite la franc-maçonnerie, se souche la franc-maçonnerie, c'est le mythe de l'architecte qui construit, l'architecte qui module, qui construit le paysage, qui change la demeure des hommes, et l'architecte qui, malheureusement, va être assassiné. Et donc la franc-maçonnerie va se créer sur le sang versé, comme toutes les grandes traditions spirituelles. Voilà ce que je voulais vous dire sur la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. Que se passe-t-il par la suite? La franc-maçonnerie est-elle toujours une religion? Je pense que la franc-maçonnerie n'est plus une religion au sens où on pouvait le dessiner, parce qu'elle s'est intégrée une dimension qui est celle du siècle des Lumières. Elle s'est intégrée la dimension scientifique. L'un des personnages les plus importants s'appelle Sir Robert Moray. Sir Robert Moray a été un franc-maçon accepté dans une loge, on ne sait pas très bien où, comme le célèbre Elias Ashmole dans une loge à Warrington. Sir Robert Moray est un homme pétri de Platon, des antiquités grecques. Il est en même temps l'un des fondateurs de la Royal Society. Et l'on voit tout de suite la conjonction qui va s'établir entre le monde de la science, la Royal Society, dirigée par Newton, dont le secrétaire est Jean-Théophile Desaguliers, et dans United Grandeur of England, de Westminster à l'époque, qui se crée 4 petites loges secrètes. C'est l'un des grands mystères de la franc-maçonnerie. On ne sait pas comment ni pourquoi ces 4 petites loges qui se créent en 1717 vont être colonisées en quelques années par quasiment la moitié, certains disent les 2 tiers, des membres de la Royal Society.
C'est l'un des grands mystères de la franc-maçonnerie que je n'ai jamais trouvé l'explication. Le deuxième élément essentiel, c'est que la franc-maçonnerie va se soucher sur une dimension culturelle, et Baudouin y a fait allusion tout à l'heure, qui est fondamentale. La dimension culturelle, c'est John Locke, 1686, l'épître sur la tolérance. 1686, c'est l'année suivant la révocation de l'édit de Nantes en France par Louis XIV. Et puis ce sera la même année, 1686, c'est un protestant français qui est relapse, qui doit donc être brûlé, qui a émigré à Rotterdam, qui s'appelle Pierre Bell, et qui écrit un commentaire philosophique remarquable sur un verset de Saint-Luc qui s'appelle « Contraint d'entrée ». Et ces deux auteurs vont montrer, l'année suivant la révocation de l'édit de Nantes, que d'une part, le pouvoir épiscopal, le pouvoir clérical doit céder la place au pouvoir du magistère civil, et que d'autre part, même dans les textes sacrés, il n'y a aucune contrainte à exercer en matière spirituelle. Là encore, nous sommes fondés sur le protestantisme, cette notion qui a été évoquée tout à l'heure, le libre examen, que les francs-maçons vont transformer, et ce sera peut-être le seul dogme de la franc-maçonnerie, en liberté de conscience la plus absolue. L'autre élément essentiel, c'est bien sûr la culture, c'est bien sûr la philosophie. C'est derrière John Locke, c'est l'émergence du siècle des Lumières, et ce sera l'émergence progressivement de Emmanuel Kant, dont un certain nombre de phrases parsèment nos rituels, alors même que la plupart des maçons ne s'en rendent même pas compte. Et c'est bien sûr cette idée du siècle des Lumières, le siècle de la critique, le siècle où il s'agit d'apprendre à oser connaître, qui va marquer la franc-maçonnerie, fondée sur la connaissance scientifique, fondée sur la connaissance, le développement philosophique. Le franc-maçon est en recherche, et comme l'a très bien dit Baudouin, il cherche un chemin, il ne cherche pas un but. La franc-maçonnerie n'est pas le réceptacle des affirmations dogmatiques, c'est au contraire le réceptacle des interrogations. Le franc-maçon, c'est quelqu'un qui interroge, le religieux, c'est quelqu'un qui sait et qui admet qu'il sait. Alors, pour conclure très rapidement, simplement revenir sur l'étymologie. La franc-maçonnerie est-elle une religion? La réponse, bien évidemment, est maintenant non. Elle n'est plus une religion telle qu'elle aurait pu l'être au XVIIIe siècle. Même si on se prend les définitions étymologiques, religare, qui nous vient de Lactance, religare, c'était bien entendu pour toute la communauté religieuse du XVIIIe siècle. Religare, il s'agit de relier l'homme à Dieu. Mais s'il s'agissait de relier l'homme aux hommes, à ce moment-là, la religion maçonnique, entre guillemets, serait d'une autre nature. J'en veux pour preuve que dans un de nos rituels, d'un degré autre que les 3 premiers degrés, on demande qu'est-ce que la foi pour le franc-maçon? La réponse est lapidaire. Pour le franc-maçon, la foi, c'est la foi en l'homme, et non pas la foi en Dieu. Deuxième terme, c'est religere. Religere qui veut dire relire, bien sûr, mais ça vient d'une racine indo-européenne qui s'appelle leg, qui veut dire trier. Religere, d'une certaine manière, c'est relire avec tout ce que nous avons, et c'est faire le tri de ce que la tradition nous apprend pour, en faisant le tri, produire quelque chose de nouveau. Le franc-maçon, c'est quelqu'un qui se relie aux hommes et qui, par l'art de l'architecture, construit quelque chose pour les hommes, ici-bas et maintenant. Alors, je reprendrai pour conclure tout simplement cette petite phrase qui nous vient de Georges Comard, un ancien grand maître de la Grande Loge de France. Si la franc-maçonnerie était une religion, ce serait celle de la laïcité. Heureusement, c'est au conditionnel. Heureusement, Georges a mis un si devant, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie n'est pas une religion et que la franc-maçonnerie ne se réduit surtout pas à la laïcité, elle a bien d'autres domaines. Pour moi, pour conclure, la franc-maçonnerie aujourd'hui, si vous voulez qu'elle soit une religion, c'est une religion de sortie de toutes les religions. Je préférerais dire que c'est une philosophie qui nous aide à sortir de toutes les religions pour nous intéresser à ce qui se passe ici et maintenant dans le monde des hommes. J'ai dit. Merci. Alain Noël. Eh bien, voici 2 points de vue qui se rejoignent d'ailleurs sur beaucoup de points. Quelques questions ont déjà été posées par des gens qui écoutent, profanes ou maçons d'ailleurs. Je vais commencer peut-être par en poser l'une ou l'autre. À quoi le franc-maçon adhère-t-il s'il ne doit pas adhérer au rite?
Vas-y, je t'écoute. Je peux répondre de ce que Oui, Alain Noël, tu peux répondre aussi. Je bien pense sûr. que le rite n'est pas quelque chose d'absolu. Le rite, c'est la mise en évidence, la mise en pratique d'un mythe originel. C'est la répétition d'un mythe. Le rite, ce n'est pas quelque chose à quoi on adhère, c'est quelque chose que l'on vit. Je voudrais faire référence simplement au mythe du 3e degré, au mythe de l'architecte, sans rentrer dans les détails. Quand on fait une tenue au 3e degré, on ne vient pas écouter une planche au 3e degré, contrairement à ce que l'on pense, on vient revivre le mythe originel de l'architecte. Et c'est ça qui est important. Le mythe, c'est quelque chose qui nous ramène à l'origine, in illo tempore, comme disait Mircea Eliade. C'est tout simplement de réitérer l'origine des choses. Au 3e degré, les francs-maçons qui se réunissent pour travailler au 3e degré réitèrent d'abord le mythe de l'architecte, sans entrer dans les détails, bien entendu. Mais réitérant le mythe de l'architecte, il se situe au niveau du mythe fondateur de la franc-maçonnerie. Mythe de la construction du temple d'un côté, ce sont les 2 premiers degrés. Mythe de l'architecte, 3e degré. Une tenue au 3e degré, c'est la réitération du mythe. Alors que vous mettiez dans cette tenue des planches plus ou moins bonnes sur l'architecte, peu importe, on pourrait très bien ne pas avoir de planches. L'essentiel, c'est de réitérer le mythe. Mais on n'adhère pas au mythe, on le vit. Baudouin, tu as un commentaire? Je dirais, ce qui est le dénominateur commun, c'est un partage. Le partage, c'est le partage d'un secret. Et la définition même du secret, c'est que le secret, c'est quelque chose qu'on partage. Donc, et non pas quelque chose qu'on garde pour soi tout seul. Autrement, ce n'est pas un secret. Donc, il y a là quelque chose qui est assez paradoxal. Et c'est ce vécu-là qui nous renvoie au fond à nos humanités réciproques, qui est véritablement le cœur de la franc-maçonnerie, je pense. Plusieurs questions très clairement à cette évocation que vous avez tous les deux faite de la recherche en fait de l'union, de rassembler ce qui était part. Baudouin l'a expliqué d'ailleurs très clairement dans son exposé. Et en même temps, face à cet éclatement des conceptions philosophiques, religieuses, politiques, personnelles, qui sont donc possibles en franc-maçonnerie, où en est alors sa propre unité? Pourquoi y a-t-il tant d'obédience? Et pourquoi les francs-maçons ont-ils des conflits philosophiques entre eux? Pensons à la ligne de rupture très nette entre la franc-maçonnerie dite dogmatique et la franc-maçonnerie qui, donc par opposition, devrait être qu'elle n'est à mon sens pas. Enfin, et donc la fameuse reconnaissance de la Grande Loge unie d'Angleterre, qui fait que la franc-maçonnerie adogmatique très majoritaire en France et en Belgique n'est pas reconnue comme une vraie maçonnerie, entre guillemets, par l'UA et en fait par la grande majorité des francs-maçons qui sont sur les 2 hémisphères. Voilà l'axe de réflexion sur lequel je voudrais bien votre réponse. Qui veut commencer? Bon, je vais peut-être dire un Oui, mot. vas-y, Baudouin. Moi, premièrement, je ne pense pas que nous ne soyons pas reconnus par la Grande Loge unie d'Angleterre. Je pense qu'elle a son réseau avec ses patentes et son système d'affiliation et qu'elle n'entretient pas de relation avec les autres réseaux, bon, à ce stade. Et en fait, c'est un droit absolu hein, de se réunir entre soi. Bon. Deuxièmement, là où le vrai clivage s'installe aujourd'hui, c'est sur la question des femmes.
il y a vraiment un divorce, cette fois-ci, qui n'est plus un divorce de type patente, mais qui est un divorce d'une séparation beaucoup plus profonde, qui pose, à mon avis, des questions philosophiques presque insolubles dans le chef de cette obédience. Et même en Angleterre, puisque je fais observer que les tout grands clubs anglais les plus connus et les plus respectés, aujourd'hui, ouvrent leurs portes aux femmes. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui a évolué dans les mœurs, qui pose une question plus radicale. Bon. Troisièmement, les obédiences. Mais le modèle qui a servi à la construction est un modèle quand même hérité du protestantisme, même si l'anglicanisme n'est pas vraiment un protestantisme comme les autres. Et donc, un modèle qui favorise cette espèce d'essaimage qui, par moments, choque ceux qui regardent plutôt le modèle catholique, très hiérarchisé, du moins par principe, parce que dans les faits, ce n'est pas si clair. Et puis, enfin, il y a une composante dont on doit tenir compte. En maçonnerie, il n'y a certainement pas d'ecclésiastiques, mais il y a des gens qui se prennent pour des ecclésiastiques. Bon, peut-être nous, aujourd'hui d'ailleurs, hein, quand nous prenons la parole comme ça avec audace devant tant de monde. Et dès lors, il y a des gens qui aiment bien avoir des titres et des rubans et autres. Et ça, c'est une des grandes causes des divisions, clairement. Or, je pense que dans le monde contemporain, ça n'a plus tellement sa place. Et c'est même un facteur qui à terme peut être extrêmement déstabilisant, puisque ces phénomènes de division peuvent nous permettre de faire entrer dans les loges des hommes, des femmes tout à fait indignes de s'y trouver. Il y a un questionnement à avoir à ce sujet. Voilà mon point de vue. Merci Baudouin. Alain Noël. Oui, moi je partage tout à fait ce que vient de dire Baudouin. Je voudrais peut-être revenir sur certains points. D'abord sur l'idée de reconnaissance. C'est une idée qui n'a pas de sens au sens où l'on le vit en Europe. On reconnaît qui on veut reconnaître, mais il n'y a pas, contrairement à ce que l'on dit, des loges qui soient régulières et des loges qui ne soient pas régulières. Ça, c'est une invention un peu franco-française. Une loge est régulière quand elle vit selon la règle qu'elle s'est donnée. C'est ça le sens de la régularité. Le clergé régulier, c'est un clergé qui vit selon sa règle. Saint-Benoît, Saint-Bernard, etc. Donc une loge, un ordre initiatique qui a une règle, par définition, il est régulier. Et par ailleurs, je voudrais faire remarquer que si vous allez aux États-Unis, quand dans une cafétéria, vous commandez un café, coffee please, la première réponse, c'est regular coffee, ça. Café régulier, ça ne veut pas dire café régulier selon une règle, ça veut dire café normal. Le regular coffee, c'est le café normal. C'est-à-dire que toutes les loges, qu'elles soient anglo-saxonnes ou continentales en Europe, qui vivent selon leurs règles, sont des loges qui sont régulières. C'est un conflit qui n'a pas de sens, mais que certains entretiennent volontairement. Le deuxième problème, c'est la franc-maçonnerie dogmatique et non dogmatique. Là, c'est un conflit qui est né en France, en Belgique, je ne sais pas trop pourquoi. Conflit dogmatique, cela veut dire conflit sur essentiellement croyance en Dieu ou pas croyance en Dieu. Les obédiences continentales ont trouvé une réponse plus ou moins bonne au convent de Lausanne, c'est-à-dire que la croyance en Dieu n'est pas obligatoire. Mais dans les obédiences anglo-saxonnes, la croyance en Dieu n'est pas non plus obligatoire, contrairement à ce que les frères des obédiences dites régulières en France ou en Belgique veulent nous faire croire. Bien entendu, en 1813, quand les anciens et les modernes fusionnent à Londres pour faire la Grande Loge unie d'Angleterre, ce sont les anciens qui gagnent, avec la vision théiste. Mais en 1929, un siècle plus tard, l'Angleterre a changé sa façon de faire, parce que simplement la franc-maçonnerie anglaise a accompagné l'expansion de l'Empire et qu'il a fallu faire rentrer dans les loges des hindous polythéistes, des Chinois à Hong Kong, à Singapour, des Malais. Et si vous entrez dans une loge maçonnique anglaise ou américaine, la question qui va vous être posée, c'est « Do you believe ?» D'abord, il n'y a pas de passage sous le bandeau, il n'y a pas tout ce qu'on a imaginé. La question, ce sera « Do you believe in God ?» Est-ce que vous croyez en Dieu? Mais la seconde question qu'on pourrait venir et que les francs-maçons
réguliers français souhaitent « Who is the God we are believing in ?» Et cette question-là, quel est le Dieu auquel vous croyez? Cette question-là n'est jamais posée. C'est-à-dire qu'en 1929, la Grande Loge d'Angleterre a changé ses statuts et elle exige simplement la croyance en Supreme Being, un être supérieur. Et Supreme Being, c'est le Dieu de la religion révélée, si vous êtes croyant. C'est le déisme philosophique, si vous l'êtes. C'est Shiva, c'est Vishnu, c'est la déesse Amaterasu au Japon, peu importe. Simplement, la Grande Loge d'Angleterre demande à croire à quelque chose qui dépasse l'homme, c'est-à-dire c'est le problème de la transcendance. Or, ce problème de la transcendance, c'est le problème également de la franc-maçonnerie continentale. Je pense qu'il n'y a pas de franc-maçonnerie s'il n'y a pas une réflexion sur la transcendance. Simplement, notre transcendance peut être une transcendance laïque et immanente. Le deuxième problème et la deuxième réponse, et la deuxième interrogation qu'a soulevée Baudouin, j'ai vu qu'il veut parler sur le sujet de la transcendance, manifestement, c'est la question de la place des femmes dans la franc-maçonnerie. C'est un problème qui traverse maintenant la franc-maçonnerie anglaise, puisque la Grande Loge d'Angleterre a été forcée de reconnaître récemment quelques transsexuels, et très pragmatiquement, les Anglais ont choisi de garder au sein de la Grande Loge d'Angleterre des femmes qui étaient avant des hommes et qui avaient été initiées. Le jugement des cours anglaises était très radical. En ce qui nous concerne, je parle de la franc-maçonnerie française, il existe une française et belge et continentale, bien sûr, nos deux pays sont très proches sur le sujet. Il existe plusieurs variétés d'obédience. Il existe des obédiences purement masculines, des obédiences purement féminines, des obédiences mixtes. Le problème n'est pas la mixité. Et en tant que franc-maçon de la Grande Loge de France, je ne revendique pas du tout la mixité. Le problème est de permettre à chaque homme ou chaque femme d'être initié dans une loge de son choix, une loge purement masculine ou purement féminine ou mixte. C'est un problème de liberté de conscience, de liberté d'adhésion. Le problème réel, c'est le problème des intervisites entre frères et sœurs dans les différentes loges. C'est un problème qui commence à devenir fort ringard, qu'il va falloir traiter pragmatiquement. J'observe que nos frères de la GLTSO, la Grande Loge traditionnelle et symbolique opéra en France, ont commencé à résoudre ce problème en permettant aux sœurs de les visiter une fois par an. Je pense qu'il y a une réflexion à mener et qu'il faudra trouver une solution. On ne fera pas l'économie sur la génération qui vient de résoudre ce problème, sauf à rester dans une petite confrérie étriquée.